Alors maintenant que nous avons introduit ce qu'était le crowdsourcing et plus particulièrement dans le domaine de la numérisation et des bibliothèques numériques, nous allons faire un rapide état de l'art. Alors tout d'abord, on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu en fait précédemment avec une taxonomie du crowdsourcing. On voit qu'il y a d'une part du crowdsourcing explicite, c'est-à-dire qu'on est conscient de, de contribuer. Puis il y a aussi le crowdsourcing implicite, c'est-à-dire là le recours au travail involontaire des internautes, tel qu'on l'a vu avec reCAPTCHA. Dans ce crowdsourcing explicite, on a celui qui est gratuit, on fait vraiment appel à des bénévoles. Donc là, on trouvera des projets notamment de correction de l'OCR comme Trove, de transcription de manuscrits comme Transcript Bentham, d'indexation aussi d'images comme Flickr, The Commons, voilà. Et concernant le crowdsourcing explicite rémunéré, cette fois, en général, ça se passe plutôt sur des plateformes. En France, on a Full Factory, en fait, qui arrive quand même à mobiliser environ 5000 internautes. Puis vous avez la plateforme internationale la plus célèbre, hein, qui est celle d'Amazon, et dont on a déjà un petit peu parlé. Alors, ensuite, il y a une autre forme de crowdsourcing qui consiste à faire travailler les internautes sous la forme de jeux. Donc là, en fait, c'est un peu plus délicat de savoir finalement si on a affaire à à des internautes qui sont motivés vraiment par le fait de contribuer à des projets culturels ou si finalement le jeu peut pas d'une certaine manière aussi rentrer en ligne de compte dans leur motivation. Alors là, dans notre domaine de la numérisation, nous avons Digital Cut, qu'en fait, il y a un projet qui est Art Collector aussi. Alors, on va prendre par exemple l'exemple de Digital Cut. Là, en fait, c'est un projet pour lequel en fait vous devez ressaisir des images, un peu comme pour reCAPTCHA, hein, des images de texte numérisés, et vous faites de la correction de l'OCR en faisant ça. Donc il s'agira par exemple à chaque fois que vous faites une saisie, de construire une petite brique d'un petit pont qui aide des taupes à traverser une rivière. Voilà, voilà c'est des jeux dans ce genre-là. Et puis après, vous avez la dernière forme de crowdsourcing qui est le crowdfunding, c'est-à-dire qu'on fait non pas appel au travail des internautes, mais à leur argent. Et là, vous avez donc, par exemple, de la numérisation à la demande euh, avec un financement participatif. Alors donc vous avez le projet européen e-books on demand, puis vous avez Numalir qui a fait l'objet des expérimentations de cette thèse. Alors, si on fait un peu la synthèse en fait de tout ce qu'on a trouvé dans la littérature, on constate que les projets de crowdsourcing en bibliothèque doivent se poser à chaque fois les questions de la communication. Donc il y a vraiment des campagnes de communication dans la presse, dans les médias aussi, à la télévision. Et puis il y a une sorte de community management pour maintenir les internautes, les stimuler, leur donner à chaque fois du contenu, les tenir au courant sur l'avancée des projets. Donc il faut réellement se poser la question du recrutement et du maintien. Alors bien évidemment, il y a des questions qui se posent sur les motivations. En fonction des projets, on va jouer sur telle ou telle motivation, parfois même sur des récompenses, voire même sur des rémunérations, pourquoi pas. Alors il y a des questions qui sont récurrentes en fait, qui sont celles de comment on va contrôler la qualité. Donc parfois il peut y avoir un contrôle en aval par des experts, parfois vous pouvez avoir une confrontation des saisies. On l'a vu là avec reCAPTCHA notamment, on fait saisir 3 fois finalement minimum telle ou telle correction. Et vous avez aussi des questions de la formation. En fait, il va parfois falloir organiser carrément la formation des bénévoles. Et puis, ce qu'on constatera quand même, c'est que bien souvent, on a deux grands types de projets en fonction de leur finalité. Vous avez des projets en fait qui ont réellement besoin du travail des internautes, c'est-à-dire qu'ils n'existeraient pas si tout simplement il n'y avait pas des bénévoles pour donner un coup de main. Et puis par contre, vous avez d'autres projets où ce qui compte le plus, c'est d'avoir une participation des internautes d'un point de vue un peu démocratique, d'empowerment. Et puis là, on est parfois assez proche aussi, il faut bien le dire,
d'un marketing de publicité institutionnelle autour d'un sujet un peu à la mode en fait. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il va y avoir la question notamment de la réintégration des données produites. Parce que justement, puisqu'on parle de communication autour de sujets à la mode, eh bien vous avez beaucoup d'institutions qui ne réintègrent jamais les données qui ont été produites par les internautes, en fait, où la question même n'a pas vraiment été pensée. Donc, puisqu'il est à ce niveau-là question en fait d'évaluation aussi, est-ce que le projet a été utile, a été rentable? Et je pense qu'il est assez intéressant de regarder aussi les statistiques de production de ces sites et puis de regarder si finalement ça valait le coup de faire appel au crowdsourcing. Parce qu'est-ce que ça valait pas plus le coup finalement d'avoir des vacataires ou de faire appel à des équipes en interne ou voire même de faire appel à des prestataires extérieurs. Voilà. Alors, on a particulièrement travaillé autour des motivations des internautes. Dans la littérature, il existe déjà beaucoup de taxonomie, de motivation. Enfin, c'est une question assez récurrente, assez peu dans le domaine des bibliothèques, mais en tout cas dans le domaine du crowdsourcing en général, on retrouve souvent cette question. Donc là, nous avons réalisé une taxonomie qui est assez originale, en fait. Du moins, elle reprend euh, beaucoup d'éléments trouvés dans la littérature. Et on voit qu'en fait, bien souvent, bah, il existe deux grands types de motivations. Les motivations intrinsèques, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le travail pour le plaisir qu'il produit en lui-même, et puis des motivations plus extrinsèques, c'est-à-dire que là, on va faire du travail, mais c'est pour obtenir quelque chose qui est finalement extérieur à ce travail. Alors, dans ces motivations intrinsèques, on trouve des motivations individuelles ou des motivations plus collectivistes. Et donc, on peut, par contre, pour les motivations extrinsèques, avoir des rétributions immédiates ou bien des rétributions futures. En fait, il y a des personnes, effectivement, qui vont chercher à améliorer leur CV, se faire une expérience, finalement, comme une expérience professionnelle pour un emploi futur. Et puis, par contre, il y en a qui cherchent vraiment des cadeaux ou des motivations économiques directes. Ce qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans absolument tous les projets de crowdsourcing, en fait, c'est le fait que, en général, c'est quand même une minorité d'internautes qui produit la majeure partie des données. Là, ce qu'on voit dans ce diagramme, qui est assez original, c'est qu'en fait, si vous voulez, chaque contributeur correspond à un carré, et la quantité de données qu'il a produites est en proportion de la taille de son carré. Et donc, ce qu'on voit très nettement, c'est qu'effectivement, en haut à gauche, le carré rose correspond à un contributeur qui a énormément contribué pour le projet. À lui tout seul, il a fait, bon, je ne vais pas faire de calcul comme ça à vue de nez, mais il a fait une très très bonne partie de l'ensemble des contributions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente. Et donc, finalement, on pourrait ne pas qualifier ce type de crowdsourcing réellement de crowdsourcing, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de foule, mais il s'agit plutôt d'internautes bien déterminés, qui ont vraiment des personnalités, qui sont connus aussi des porteurs de projets. Donc on devrait plutôt parler finalement de community sourcing, voire même de niche sourcing.